BFM Business, l'émission qui donne envie d'entreprendre, l'entreprise BFM avec les éco-entrepreneurs. Philippe Bloch et Yves Villagine. Deuxième partie de notre émission, vous le savez maintenant, consacrée à la façon dont le capital investissement français accompagne la croissance des entreprises françaises. On essaie d'avoir systématiquement un couple entrepreneur-investisseur, un investisseur qui nous raconte un peu quel est son métier, quelques conseils aussi sur bien recruter son investisseur. Mais on commence, c'est notre nouvelle tradition, par les news de la semaine. BFM Business, l'entreprise BFM. Entreprise et capital. Les news de la semaine, eh bien, c'est avec vous, Thibaut Jouzier, chaque semaine. Vous êtes allé un petit peu regarder ce qui se passait sur ce marché du private equity, parce que c'est un marché. Et oui, et parce que cette semaine, on a Conforama qui entre au capital de showroom privé. Ils vont prendre une participation de 17%. Au niveau du coût de l'opération, on est autour de 160 millions d'euros. Et on le rappelle que showroom privé, pour les fondateurs, ils vont pouvoir garder un peu plus de 27% du capital. Les deux entreprises, elles vont agir ensemble à l'avenir, puisque le PDG de Conforama, Alexandre Nodal, rejoindra le conseil d'administration de showroom privé. Conséquence de ce rapprochement dont on parle beaucoup en ce moment en plus. Eh ben pour Conforama, ça veut dire une accélération de la transformation digitale de l'entreprise. Ils vont pouvoir faire des offres promotionnelles sur le site de showroom privé. Et pour showroom privé, en fait, ça veut dire développer un service qui s'appelle Click and Connect, donc de pouvoir... Grand classique de la distribution. Exactement, de pouvoir permettre à leurs clients de retirer leurs commandes dans les différents magasins de Conforama, 204 en France. Alors, deux entreprises de taille différente. Côté chiffre, ça donne quoi en termes de résultats pour l'une et l'autre? Alors pour showroom privé, c'est 28 millions de clients, une énorme masse de données, 540 millions d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de 22% par rapport à l'année dernière. Du côté de Conforama, c'est 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et on le rappelle, que maintenant Conforama est une filiale du groupe sud-africain Steinhoff. Lui qui est un géant, effectivement. Exactement. Alors dans le domaine de la restauration, c'est Sushi Shop qui récupère 60 millions d'euros. Et oui, et c'est la banque Goldman Sachs qui finance cette opération. Justement, sur ces 60 millions, il y en a 40 qui vont en fait être consacrés au rachat des franchisés du groupe. C'est une stratégie de long terme de l'entreprise. Conquérir rapidement un marché... Par la franchise. Par la franchise, voilà, comme ils l'ont fait en France. Puis rapidement racheter ensuite ces différents franchisés. Ils ont fait pareil à l'international. Aujourd'hui, 2/3 des ouvertures se font en franchise. Du côté de la France, un objectif, c'est déjà de récupérer l'essentiel du réseau d'ici fin 2018. Alors, autre projet qui est plus qu'un projet, qui est rigolo en plus, qui est très sympa à regarder sur la scène bientôt, dans le domaine des transports, la Maïf, qui investit 10 millions d'euros dans Sea Bubble. Alors ça, je de petites coquilles là. Exactement, je savais que ça allait vous plaire. Ah, j'adore. C'est pour ça que je l'ai fait. Donc pour la Maïf, c'est un investissement supplémentaire, puisqu'ils avaient déjà misé 3 millions d'euros dans cette start-up créatrice de bulles volantes dédiées au transport fluvial. Plus simplement, c'est les fameux bateaux-taxis qu'on pourrait retrouver sur la Seine cet été. Qui utilisera certainement le prochain ministre des Finances quand il quittera Bercy. Et pour terminer, dans le secteur du recrutement, c'est la start-up Easy Recruit qui lève 8 millions d'euros. C'est vraiment tout récent, ça. Et oui, et sa particularité, c'est justement de proposer des entretiens vidéo pour des recrutements, des entretiens différés ou en direct, et un outil d'évaluation de langue pour le candidat. Un modèle qui séduit, puisque l'entreprise compte environ 350 clients et près de la moitié du CAC 40. Au total, c'est plus de 2500 recruteurs qui utilisent la plateforme. Les objectifs d'Easy Recruit après cette levée de fonds ? Développer le marché à l'international, notamment l'Europe. Ils sont déjà présents, on le rappelle, à Bruxelles, à Londres, à Madrid et à Milan. L'objectif maintenant, une vingtaine d'implantations en priorité sur l'Europe et peut-être, indique le PDG Michael Cabrol, en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient. Merci Thibaut Jouzier. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour de nouvelles infos du private equity français. BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Mon investisseur et moi cette semaine, c'est bien sûr un grand entrepreneur et son financier, puisqu'on accueille Philippe Charrier, le président des laboratoires Yves Ponroy, avec Rémi Carnimola, le managing partner de 3i, et c'est vous, Yves Villagine, qui nous présentez l'un et l'autre. Alors, le tandem que nous recevons aujourd'hui est à la barre d'une entreprise dont la marque est relativement connue puisqu'il s'agit des laboratoires Yves Ponroy. C'est une entreprise qui a été fondée en 1975 en Vendée. Elle réalise déjà 170 millions d'euros de chiffre d'affaires. Philippe Charrier, vous en êtes devenu le président au début de cette année seulement. Vous y avez investi vos économies à côté du fonds britannique 3i, dont la filiale française et espagnole est dirigée par notre deuxième invité, Rémi Carminola.
Au total, les laboratoires Pont-Roi ont levé la somme de 150 millions d'euros. Quelques mots sur votre parcours, Philippe Charrier. Vous avez dirigé la filiale française de Procter & Gamble. Vous êtes aussi l'artisan de l'internationalisation d'une entreprise aussi très connue qui s'appelle Enobiol, et une performance que vous souhaitez renouveler avec les laboratoires Pont-Roi, qui ne réalisent que 10% de leur chiffre d'affaires à l'international. Bonjour Philippe Charrier, bonjour également à vous, on va venir à vous tout de suite bien évidemment. Question, différence de taille majeure entre Procter et une entreprise comme Yves Pont-Roi. Qu'est-ce qui a motivé ce saut vers une aventure? Est-ce qu'elle était plus entrepreneuriale? Vous aviez envie à un moment de vous dire les grosses boîtes j'ai donné, j'ai envie d'autre chose? Ça a été le cas quand j'ai quitté Procter & Gamble, mais ça remonte à 11 ans maintenant, c'était l'expérience Enobiol. Oui. Entre-temps, il y a eu l'APCO qu'on a fait avec 3i. L'APCO, c'est le leader de la biologie médicale. On est passé d'une entreprise de 400 millions d'euros à une entreprise qui fait presque 1,5 milliard d'euros aujourd'hui et qui est très clairement le numéro 1 européen, très international. Et là, on recommence une aventure avec Pont-Roi qui est la santé au naturel. Et je pense que la santé au naturel, c'est un thème qui aura une très très forte importance dans les années qui viennent. Comment vous repérez cette cible? Parce que vous y avez travaillé avant d'y investir vos économies, ou bien tout ça s'est fait un petit peu en même temps avec votre partenaire financier? Curieusement... D'abord vous, et puis ensuite on va voir comment lui vous a rejoint, ou comment il a envie de vous accompagner. Moi, je m'intéressais à ce secteur depuis longtemps. Je regardais. C'est difficile de trouver des entreprises aujourd'hui. Et l'idée est venue de 3i. L'idée est venue de 3i. Et ensemble, la cible est venue voilà, de 3i. La cible. L'idée de l'entreprise. Ouais. La cible, je ne savais pas qu'ils étaient en vente. L'idée est venue de 3i. On a travaillé ensemble pendant quasiment un an, de façon à ouvrir la porte. Là, c'est une entreprise qui était familiale pour l'essentiel, donc pas du tout habituée au private equity. Et ensemble, on a réussi à les convaincre de faire cette opération avec nous. Juste voilà. Avant qu'Yves ne vous interroge, vous disiez elle était à vendre. Nous ne savions pas qu'elle était à vendre. Elle était véritablement à vendre, ou bien vous avez su la convaincre de passer d'une entreprise familiale à une entreprise qu'il reste d'ailleurs, mais différemment? Non, l'idée c'est que les propriétaires étaient prêts à céder leur entreprise dans de bonnes conditions. Mentalement, ils étaient prêts à le faire. Beaucoup de familles mettent très longtemps avant de prendre cette décision. Là, le parcours intellectuel qui guidait, qui amenait vers la vente, était déjà réalisé. Et vous, dans le radar en fait de 3i, Rémi Carnimola, il y était depuis longtemps? Depuis 2003. Ah oui. Ah oui. Vous êtes des patients, vous êtes des chasseurs patients. Ah, il faut être patient, vous savez. Ouais. Alors racontez-nous votre métier de chasseur patient. Quels sont les indices qui vous mettent sur la voie d'une entreprise comme celle-ci? Le premier indice, c'est le thème que développait Philippe, c'est qu'on cherchait une entreprise, une plateforme européenne pour pouvoir poursuivre le thème de la naturalité, qui est une demande fondamentale des clients aujourd'hui, des consommateurs comme on dit. Il se trouve qu'on a rencontré en fait les fondateurs et le dirigeant de Yves Pont-Roi il y a quelques années, en 2003, et on les a suivis. Et aujourd'hui, comme disait Philippe, ils sont arrivés à un niveau où ils étaient d'accord pour passer la main, mais donner l'entreprise, entre guillemets, à quelqu'un qui pourra poursuivre son développement. Vous dites on a suivi, vous ne les avez pas accompagnés financièrement parce qu'ils Non, on a suivi leur performance. Vous étiez en contact. On a suivi leur les contacts étaient développement. maintenus ou pas? Vous voyez régulièrement? Vous aviez des discussions ou pas pendant tout ce temps? Non, pas forcément. Vous regardiez? On regardait, on était persuadé qu'il y avait un coup à jouer un jour. Exactement. L'instinct du chasseur. Voilà. En fait. Alors qu'est-ce qui a déclenché le fait que vous pensiez que ça y est, c'était prêt? Je pense que la famille Pont-Roi, qui a développé cette entreprise, a pris des risques entrepreneuriaux importants au départ. Ils ont créé une usine qui est standard pharmaceutique, qui est dans un superbe environnement, qui est vraiment un atout pour l'entreprise. Naturellement, au bout d'un moment, sans jeu de mots, ils se sont dit faut qu'on sécurise notre patrimoine familial et qu'on passe la main à un investisseur et à un dirigeant qui puisse continuer cette aventure. Alors je veux juste préciser, c'est que c'est une association aussi avec un autre dirigeant qui est Fabrice Caillerc, qui était déjà aux commandes de l'entreprise et qui nous continue à nous accompagner dans cette aventure. Qu'est-ce qui caractérise votre relation à tous les deux, Philippe et Rémi, en fait? Philippe Charrier d'abord. Vous disiez on a déjà travaillé ensemble, on avait confiance. Oui, mais il y a deux thèmes essentiels. Le premier thème, c'est la confiance. Et la confiance quand il fait beau, mais aussi quand le temps est mauvais. Et la confiance, il faut des années pour la bâtir et parfois une seconde pour la détruire. Ça, c'est le premier facteur qui est absolument essentiel. Le deuxième, les affaires sont toujours très stimulantes, mais de la bienveillance. Et pour moi, la bienveillance, c'est cette capacité à écouter sans juger.
Même Vous quand dire on n'est entre pas vous, d'accord. entre vous deux Ouais, voilà, même quand on La n'est pas. bienveillance. Oui. Vous savez, c'est la 6e édition de cette nouvelle formule. C'est la première fois qu'on nous parle de bienveillance. Et je On la parle beaucoup définis- des hommes, Voilà. tout le temps, beaucoup. On n'a pas encore utilisé le mot Et bienveillance. je la définis comme écouter sans juger. Ouais. Vous validez ces deux Totalement. thèmes, confiance et bienveillance, Rémi? Totalement. Vous l'auriez décrit de la même façon si je vous avais posé la même question en dehors de Philippe? Oui, parce que la bienveillance, c'est à l'égard de Philippe, mais également à l'égard de la famille Ponroy qui, à un moment donné, a cédé sa participation. Ils sont restés ou pas d'ailleurs? Ils sont En partie actionnaires, oui. en partie actionnaires. partie, D'accord, en mais plus dans les investisseurs. plus aux commandes. Non. D'accord. Donc ces deux termes définissent bien votre relation. Oui, c'est important parce que ça permet également de projeter l'entreprise et c'est en écoutant l'ensemble des opinions qu'on arrive à la meilleure vision. Vous évoquez les nuages. Vous avez eu l'expérience de nuages Bien ou sûr. lesquels, Bien par sûr. exemple? Quelles sont les crises qu'on peut vivre avec son investisseur, que ce soit dans cette aventure ou d'ailleurs dans la précédente? Oh, bien, Vous avez écoutez, une chez l'APCO, biologie médicale, on a eu des gros soucis sur un marché qui est le marché allemand, qui est un marché difficile quand on n'a pas la taille requise. Et on a dû finalement se séparer de la filiale allemande. Bon, voilà une crise, je ne sais pas, ça peut être une opportunité, vous savez. Il y avait mais- des divergences entre vous ou pas? Ah Est-ce non, qu'il y a des non, moments où non. vous avez dû arbitrer des divergences? Au départ, moi, j'étais pas très vendeur, parce que le marché était très important. Mes amis étaient vraiment vendeurs, et au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'il fallait passer le pas. Mais je l'ai fait moi-même, avec les équipes. Vous savez, il faut bien saisir qu'une entreprise sont des équipes. Chez Ponroy, il y a Fabrice Caillère, qui est un garçon qui a beaucoup de talent, qui a bâti cette entreprise avec la famille. Il y a aussi 450 personnes. La moyenne d'âge est inférieure à 35 ans. Les équipes y contribuent. Et les décisions Oui. se prennent très souvent collectivement. Hein. Et On délègue beaucoup. C'était important pour vous, en tant que manager, d'être aussi un actionnaire de cette entreprise? Alors, je raisonne un peu différemment. Moi, j'aime bien acheter une entreprise, mais je n'ai pas les moyens d'acheter le groupe Ponroy. C'est pas possible. C'est trop cher pour moi. Oui. Et par conséquent, j'ai besoin de gens qui m'aident et qui aient accès aussi au marché financier. Vous savez, il faut lever de la dette. Et en dépit de l'expérience que peut avoir un entrepreneur, c'est très difficile aujourd'hui de lever beaucoup de dettes. Et grâce à 3i, j'ai pu acquérir cette entreprise et en être copropriétaire, même si je suis, vous le comprenez, un actionnaire minoritaire. Mais Est-ce c'est que- important pardon. d'être actionnaire? Ben, pour un entrepreneur, c'est essentiel. D'accord. Moi, depuis que j'ai quitté Procter & Gamble, je ne fais que ça. J'ai été actionnaire de plusieurs entreprises déjà. Justement, c'était ma question. Qu'est-ce que ça change entre vous avez été un dirigeant un des groupes où, à l'époque où Alors- j'étais à l'ESSEC, tout le monde rêvait de rentrer chez Procter. C'était la référence absolue, ce grand groupe magique, majeur. Et tout d'un coup, vous devenez entrepreneur. Qu'est-ce que ça change dans Si votre je peux vie? me permettre, Philippe, vous avez dit dans une interview, le confort, la moquette épaisse et le café bien chaud sont très dangereux. Expliquez-nous. Exactement. J'en suis convaincu, en plus. Alors, allez-y. L'idée, c'est qu'il faut sortir de sa zone de confort et se mettre dans une zone d'inconfort sans aller vers le stress qui pourrait vous rendre malade. Mhm. C'est pareil quand Et- on est dirigeant d'une grande entreprise en tant que salarié. Ça change rien. Non, parce qu'il y a un confort de grande entreprise qui n'est pas du tout le cas dans une Ça, TPI. c'est sûr. Aujourd'hui, par exemple, on va en Asie. En Asie, il y a des enjeux considérables, notamment dans la digitalisation. On prend des paris fous, quelque Pour part, en Asie. Ponroy. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Hein. Ouais. Aujourd'hui, au moment où je parle. Et là, voyez-vous, quand on prend des décisions importantes en Asie, comme on le fait aujourd'hui, être actionnaire, c'est important. Parce qu'on sait cette notion de durée. On n'est pas là pour réussir une carrière et donc bien fonctionner pendant 2 ans tant qu'on n'a pas un nouveau poste. On est là pour conduire l'entreprise et s'assurer qu'elle parvienne à grandir harmonieusement. On vit combien de temps ensemble quand on vit ce type d'aventure? Parce qu'un fonds, par définition, je ne sais pas combien de temps Philippe a envie de la diriger. Vous-même, forcément, Rémi, vous avez envie à un moment de gagner votre argent. Philippe, ils viennent de se marier, vous voulez déjà les séparer? Non, mais regardez, on peut Je déménager. suis sûr qu'ils en ont parlé avant même que je n'en parle. On peut vivre ensemble et déménager. On a déménagé Ouais. de l'APCO à Ponroy, donc ça peut être c'est une vision. Exactement. En ce qui nous concerne, on n'a pas d'horizon prédéfini. Vous savez que 3i donc, est coté à la Bourse de Londres. Ouais. Donc on est en France depuis 1984. Donc on est presque autant français que britannique. Mhm. Et en fait, la chance que l'on a, c'est d'avoir du capital permanent grâce à la cotation en bourse. Ce qui fait qu'on a une grande flexibilité quant à la durée de détention, quant au business plan, quant à l'audace qu'on peut mettre dans les business plans. Donc, tant qu'il y a de la croissance et tant qu'il y a de la création de valeur, je dirais qu'on peut continuer à être ensemble. Et vous évoquiez, Philippe Charrier, le fait que vous n'aviez pas les moyens d'acheter seul cette entreprise, qu'on peut parfaitement comprendre. Mais on peut être minoritaire, je ne veux pas très ou pas assez minoritaire, mais très minoritaire ou minoritaire et avoir le sentiment que c'est votre boîte. Bien sûr, Oui. bien sûr. Parce que toute chose égale par ailleurs, c'est une partie importante de mon patrimoine. Donc pour moi, c'est très important. Et toujours pareil, hein, la volonté de gérer un projet. Cette notion de projet, et pas seul avec une équipe.
Je crois très fort dans la copropriété des entreprises. La copropriété avec qui? À part les investisseurs. En l'occurrence, investisseurs, mais on fait graduellement venir des managers dans le capital. On va étendre, puisque les résultats se font tous ensemble, pas uniquement une personne ou deux au sommet. Vous avez des chiffres impressionnants de croissance de vos précédentes aventures. Il y a un objectif entre vous, j'imagine, un rêve. On peut le révéler ou pas sur votre ambition commune sur le laboratoire Yves Ponroy, compte tenu de vos qualités respectives et des moyens que vous donnez? Au moins doublé. En passant donc de quoi à quoi, pour qu'on le rappelle? Cette entreprise doit atteindre le demi-milliard. On va être à 200 millions cette année en 2017. Il y a une belle croissance actuellement. Il faut qu'on soit au demi-milliard. Voilà, en tout cas, c'est le but. À l'international, essentiellement. Alors, à l'international, aujourd'hui, c'est 30% de nos affaires. Déjà. Je pense que dans 4 ou 5 ans, on sera au moins à 60%. Merci messieurs. Je rappelle Philippe Charrier que vous êtes le président des laboratoires Yves Ponroy. Et quant à vous, Rémi Carnimola, vous êtes le managing partner de 3i. Bravo pour cette belle association basée sur la bienveillance. C'est un terme que j'aime bien qu'on retrouve souvent dans l'émission. On va marquer la séquence suivante. BFM Business, l'entreprise BFM. Mon parcours d'investisseur. Nouveau parcours d'investisseur cette semaine avec Stéphane Villekrose. Il est le fondateur et le managing partner de Demeter Emertech. C'est difficile à dire ensemble. Ouais. Et puis, peut-être un petit point linguistique. Déméter en grec ancien, ça veut dire terre, mère. Et Emertech en grec ancien. Stéphane Villekrose, cela dit beaucoup de votre stratégie d'investissement dans ce fonds d'investissement. C'est essentiellement de l'énergie, du développement durable, de l'environnement. Vous êtes ingénieur de formation, Polytechnique et Ponts et Chaussées, si je ne me trompe pas. Chez Demeter, vous avez de très belles entreprises en portefeuille. On va en citer deux seulement. Fermentalgue, qui est une société qui est spécialisée dans le développement d'algues et en particulier dans la santé et l'énergie. Et aussi Insect, avec un Y, qui a pour objectif de développer les protéines d'origine d'insectes pour l'alimentation animale. Ce sont deux sociétés à qui on promet un avenir radieux. Stéphane Villekrose, vous êtes l'illustration parfaite de la maxime de Peter Drucker. Le meilleur moyen de prévoir l'avenir, c'est de le créer et pour vous, de le financer. Merci. Bonjour Stéphane Villekrose. Bonjour. On va bien sûr parler de vos succès, mais vous venez d'où? Comment est-ce qu'on devient investisseur? Parce que c'est un peu ça l'objectif aussi de cette séquence. Tout à fait. Alors avant de vous parler de moi, je vais peut-être vous parler aussi un petit peu de l'équipe, parce que comme vous le soulignez, nous sommes investisseurs dans le secteur de l'environnement et de la transition énergétique. Absolument. Et nous sommes aussi investisseurs à différents stades de développement de l'entreprise. Donc vous avez mentionné quelques startups. Nous finançons également des PME et des ETI, et nous finançons également des projets d'infrastructure. Donc notre équipe, en fait, c'est un mix équilibré entre des financiers capables d'investir à ces différents stades et des ingénieurs ou des scientifiques avec une expérience industrielle dans ces métiers de l'environnement et de l'énergie. On n'a pas d'idée d'ailleurs, c'est quoi une équipe d'un fonds d'investissement? Vous êtes combien? Vous évoquez toutes ces équipes naturellement et spontanément, mais combien sont-ils? Nous sommes une assez grosse équipe, en fait, depuis que Demeter et Emertech se sont rapprochés fin d'année dernière pour constituer le leader européen, en fait, du capital investissement dans ce secteur. Nous représentons 30 personnes, ce qui est une assez grosse équipe, en fait, dans cet univers. Oui. Et cette équipe, effectivement, elle est organisée, c'est une PME, en réalité, une start-up devenue PME, et elle est organisée sous un format de partnership. C'est vrai que les principaux associés et fondateurs d'une société de gestion vont diriger de manière collégiale, en fait, la société. Et finalement, quand il y a un primus inter pares, c'est essentiellement une question de cheveux blancs. En fait, la direction est collégiale. Oui. C'est illustré par notre gouvernance en format directoire. D'accord. Vous avez créé sur quelle ambition, sur quelle intuition, en fait, Demeter, parce que vous en êtes le fondateur? Alors, je ne suis pas le seul fondateur, mais disons que les fondateurs, notre idée, c'était avant tout un projet entrepreneurial, parce que comme les entreprises que nous finançons, nous sommes nous-mêmes des entrepreneurs. Vous mettez votre argent aussi. Exactement, et c'est effectivement un saut dans l'inconnu de la création d'entreprise, qui est une société de gestion. Oui, absolument. Mais ça, c'est quelque chose qui est, qu'on a envie de faire et qu'on doit faire, donc on se lance pour le faire. Et la deuxième conviction, c'était d'être persuadé que ces sujets d'environnement et de transition énergétique seraient des sujets non seulement de forte croissance, mais une véritable révolution industrielle. C'est-à-dire comme le digital l'a été il y a quelques années avec un secteur considéré comme un secteur à part entière, objet de spécialistes, la transition énergétique et l'environnement
peut-être défrichés par des pionniers initialement, aujourd'hui concernent tous les secteurs de l'économie. Il y a une accélération évidemment maintenant. Alors il y a une accélération. De plus en plus il y de a- startups dans tous les sens. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a une prise de conscience du public, du privé. La COP21, l'ensemble de cette... Exactement, qui est un catalyseur formidable. Il y a également des progrès technologiques énormes, en fait, qui se traduisent par des gains en termes de compétitivité. Et on cite souvent l'exemple le plus facile, c'est l'électricité issue des panneaux photovoltaïques. Depuis que Demeter et Mertec existent, c'est-à-dire depuis un petit peu plus de 10 ans, c'est des prix de revient de cette électricité divisés par 15. Donc une véritable révolution industrielle. Lié notamment au financement que vous avez permis, notamment de l'ensemble. Alors, notamment sur la partie technologique et puis aussi sur le financement de projets. Beaucoup de progrès en fait, et d'efficacité dans le financement des projets concernés. Si je reviens juste, Stéphane, sur vous, votre parcours, vous êtes toujours été investisseur ou bien vous avez fait toute une série de métiers qui vous y ont conduit? Alors en fait, je suis tombé dans la marmite étant petit pour un stage de fin de mes études private d'ingénieur, equity. exactement, Ouais. voilà, un petit peu par hasard, comme d'autres confrères. Oui. Et en fait, cela m'a fait découvrir un métier passionnant d'une part, et cela m'a permis de rencontrer une équipe qui sont devenus en fait les cofondateurs et les principaux associés de Demeter 10 ans après. Et c'est chaque fois, je crois que je pose cette question à chaque fois, cette émission n'est pas tellement ancienne sur ce format d'entreprise et capital. Chaque fois, ça a été par hasard, vous avez raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation pour ça, finalement, c'est une rencontre en général, c'est quoi? Je pense que c'est beaucoup des rencontres. Bien vos collègues en fait, aussi. il faut aussi évidemment aimer l'entreprise et probablement marier les qualités ou les envies qui permettent d'accompagner ces entreprises. Oui. Donc probablement beaucoup d'enthousiasme avec quand même du scepticisme, parce qu'il faut effectivement un équilibre entre les deux. De la bienveillance et de la rigueur vis-à-vis des entrepreneurs. Et quand on réunit effectivement ces qualités, c'est vraiment un métier idéal parce on démultiplie son expérience d'entrepreneur avec ceux qu'on accompagne. On a évoqué des entreprises récentes, mais quel a été votre plus beau succès, celui dont vous êtes le plus fier, celui auquel personne ne croyait, et puis vous l'avez imposé contre tout le monde? Ça, c'est comme choisir ses enfants préférés. C'est impossible. Alors, je vous donne 3 enfants. Vous les aimez tous. Non, mais alors quelques exemples pour illustrer différents métiers, mais dans le domaine des énergies renouvelables, justement, Solaire Direct et Quadrant, qui sont des grands succès des énergies renouvelables, avec des chiffres d'affaires multipliés par plus de 100 entre notre premier investissement et ce qu'ils sont aujourd'hui. Une entreprise très connue, Paprec, qui est un leader indépendant du recyclage, bien sûr, souvent dans que cette nous avons émission. accompagné quelques années et qui poursuit sa croissance extraordinaire Grand avec entrepreneur. d'autres investisseurs. Et puis effectivement les startups, toujours cet intérêt de la création des disrupteurs avec Insect que vous évoquiez, Fermentalg, Zenpark aussi, une application de parking partagé. Et en infrastructure, nous finançons par exemple une société projet qui finance la rénovation énergétique des lycées de la région centre. Je sais que les investisseurs n'aiment pas parler de leurs échecs, mais pour autant, est-ce qu'on peut en citer un ou deux? Allez, un truc que vous avez cru et qui a été un gros flop. Tout ne réussit pas, malheureusement, dans le capital investissement. Mais heureusement aussi, on apprend beaucoup de ces échecs. Je sais. Et dans ces secteurs qui ont beaucoup changé, finalement, j'évoquais des progrès technologiques majeurs et des divisions de prix par 10 ou 15. Forcément, on ne sort pas tous indemnes de telles révolutions. Donc dans ce domaine du solaire, justement, qui a connu des grands champions comme Solaire Direct ou Quadrant, un exemple de société technologique allemande très en pointe sur sa technologie avec du solaire couche mince et qui finalement s'est révélé incapable de suivre le rythme du solaire photovoltaïque silicium. On a perdu sur un pari technologique. Merci pour votre franchise, Stéphane Villekrose. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le managing partner de Demeter et Mertec. BFM Business, l'entreprise BFM. Le mode d'emploi. Dernière partie de l'émission avec un expert, Yves, puisqu'on accueille Philippe Kubiza, associé responsable de PwC Accélérateur et expert également en communication financière. L'idée, c'est bien sûr de donner un peu le mode d'emploi à travers cette séquence de la levée de fonds. Oui, c'est une séquence pratique et nous allons parler aujourd'hui des sociétés qui sont en hyper-croissance. Philippe Kubiza, on va commencer peut-être par définir ce qu'est l'hyper-croissance. Oui, bonjour. Bonjour Philippe. Je dirais, je la définirais un petit peu de manière un peu surprenante. Je dirais que ce sont des sociétés qui sont en hyper-concurrence et où tout doit aller très vite. Ce qui signifie en fait pour ces sociétés, notamment par exemple pour le choix de ces investisseurs, qu'elles doivent faire un choix raisonné de manière à effectivement être sûr que ces investisseurs vont pouvoir l'accompagner dans son développement d'une manière rapide. Ça veut dire que c'est une société qui peut avoir besoin, à intervalles très réguliers et peut-être rapides, de plusieurs levées de fonds? Oui, exactement. Quand je dis que c'est une société qui est en hyper-concurrence, ça veut dire qu'elle doit aller très vite pour se développer, notamment pour prendre des parts de marché très rapidement. Et ça sous-entend effectivement qu'elle va sans doute avoir besoin de plusieurs levées de fonds. Et donc, il faut que dans son choix de ses investisseurs,
déterminer des investisseurs qui vont pouvoir effectivement l'accompagner sur plusieurs rounds, comme on dit, plusieurs tours, mais également l'accompagner dans son recrutement, puisqu'en fait une société en hypercroissance va également voir ses effectifs croître très rapidement, et puis également pouvoir l'accompagner dans son développement à l'international, puisqu'une société en hypercroissance va bien souvent également se développer à l'international. Et comment fait-on, Philippe, pour reconnaître des fonds d'investissement qui sont capables de vous suivre, justement ? Comment le sait-on ? Et si je peux me permettre, parce que j'imagine que hypercroissance veut souvent dire aussi pas du tout d'hyper rentabilité au début. Oui. Donc il faut accepter des gens qui prennent des risques peut-être de manière différente sur des durées plus longues. Donc ce ne sont pas forcément les mêmes acteurs. C'est exactement, ce n'est pas forcément les mêmes acteurs. Je pense que le point clé, c'est l'approche sectorielle. Hein, il est évident qu'avoir des investisseurs qui connaissent votre secteur vont être plus à même de vous valoriser, mais également de promouvoir en fait votre activité, soit en France, soit à l'international. Et là, je touche peut-être au deuxième facteur clé, qui est dans le choix de ces investisseurs, et ne pas hésiter à prendre des investisseurs internationaux qui vont peut-être vous permettre d'ouvrir des nouveaux marchés. Internationaux ou locaux dans les pays dans lesquels on a envie de se développer ? Alors, locaux, ce n'est pas toujours évident, parce que d'une part, il faut les connaître. Il n'y en a pas toujours. Il n'y en a pas toujours. En termes réglementaires, ce n'est pas toujours évident, notamment avec les États-Unis, où ce n'est pas toujours aussi direct que ça. Donc peut-être dans un première approche, plutôt prendre des investisseurs qui connaissent le marché. Donc pas forcément locaux, mais qui connaissent très bien le marché. Est-ce que vous êtes en train de dire, Philippe Kubiza, qu'il n'y a pas forcément ce type d'acteur en France ? Si, il y en a. Et quels sont ces secteurs d'hypercroissance en ce moment ? Alors, plutôt les sociétés technologiques. On voit beaucoup dans la fintech, tout ce qui est autour de la tech, donc ce qu'indiquait fintech, mais également tout ce qui est software. Également, on a quelques très belles réussites, et tout ce qui tourne autour de l'Internet. Tout très technologie. Alors plutôt très technologique en hypercroissance. On a des secteurs également qui se développent énormément, je crois qu'on l'a évoqué précédemment, tout ce qui tourne autour de l'environnement, mais peut-être avec une croissance, à mon sens, un petit peu moins hypercroissance, je dirais. Est-ce qu'il y a en fait, il nous reste à peu près une minute, un profil de l'entrepreneur hypercroissant ? Est-ce qu'il y a des compétences ou des qualités ? Je vois Stéphane qui sourit. Il doit aussi se repérer dans son métier. On peut demander à Stéphane aussi d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a des caractéristiques d'entrepreneur hypercroissant ? Il y a sans doute des caractéristiques. Après, c'est souvent une adéquation entre l'investisseur et la personne. Je pense que ce qui est dans l'hypercroissance, c'est souvent une technologie qu'on appelle disruptive, c'est-à-dire quelque chose qui va casser un peu les codes actuels, et d'où en fait le fait d'aller vite est clé, notamment dans tout ce qui est tech. En fait, votre grand risque, c'est le risque technologique, c'est-à-dire c'est d'être dépassé. Une dernière question. Vraiment Philippe. 10 secondes. Quand on lève beaucoup d'argent de façon successive, le risque n'est-il pas d'être trop dilué ? Est-ce que l'entrepreneur garde la main ? Réponse oui, non. 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 Bon, ben voilà, on a la réponse. Parfait. Merci infiniment, Philippe Kubiza. Je rappelle que vous êtes associé responsable du PwC Accélérateur. Quant à nous, c'est la fin de cette édition d'Entreprise et Capital et de l'entreprise BFM. On se retrouve bien évidemment dimanche à 22h, mardi à 14h pour la rediffusion et bien sûr le week-end prochain pour des nouvelles toutes fraîches. Bon week-end à tous, à bientôt, ciao. BFM Business, l'entreprise BFM. L'émission qui donne envie d'entreprendre.